puis il y a l'aspect volontaire, c'est-à-dire la personne qui se déplace pour prendre les armes ou aux côtés de l'Ukraine ou aux côtés de la Russie, soit pour défendre la Fédération de Russie, soit pour venir assister l'Ukraine dans ce qu'il considère être une agression. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'actualité. Aujourd'hui, je suis avec Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonjour Régis. Bonjour Elie. Alors Régis, des mercenaires sud-africains engagés dans la guerre en Ukraine ont appelé leur gouvernement à l'aide. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer? Ah oui, on a appris ça hier, en particulier, c'est une dépêche AFP reprise par le Figaro qui a expliqué qu'il y aurait 17 mercenaires sud-africains, de plusieurs nationalités d'ailleurs, de pays sud-africains, mais venant d'Afrique du Sud, qui seraient aujourd'hui coincés dans le Donbass, ne pouvant pas partir, donc bloqués, et qui nous révèlent aussi la présence de mercenaires, ou qui nous rappellent que les mercenaires sont utilisés dans cette guerre depuis le début du conflit et des deux côtés. Voilà. Et quelle place ont les mercenaires? Est-ce que c'est un game changer, comme on aime Alors, dire souvent? ce n'est pas un game changer, mais cette guerre, incontestablement, a mis la place. Alors, je vais faire le distinguo entre mercenaire et volontaire. Le mercenaire, par définition, c'est quelqu'un qui combat pour de l'argent dans un pays qui n'est pas le sien, qui en fait vend des compétences, une expérience militaire qu'il a. Donc ça, il y a ce phénomène en Ukraine. On a vu des mercenaires colombiens, notamment, côté ukrainien, arriver en nombre, mais je crois qu'il y en a aussi du côté russe, mais peut-être moins nombreux. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect volontaire, c'est-à-dire la personne qui se déplace pour prendre les armes ou aux côtés de l'Ukraine ou aux côtés de la Russie, soit pour défendre la Fédération de Russie, soit pour venir assister l'Ukraine dans ce qu'ils considèrent être une agression, et donc ils sont prêts à donner leurs compétences ou à recevoir une expérience militaire pour combattre avec les Ukrainiens. Côté français, il y en a eu donc plus du côté ukrainien que du côté russe, mais il y en a eu dans les deux cas. Moi, j'avais accompagné au début du conflit des volontaires français côté ukrainien qui cherchaient à s'engager dans l'armée ukrainienne. Et ça se faisait à l'époque, nous étions allés au QG de la Légion ukrainienne, parce que c'était la Légion ukrainienne qui filtrait les nouveaux arrivants. C'était très intéressant, d'ailleurs, il y avait des Suédois, des Britanniques, toutes les nationalités, pour s'engager et aider l'Ukraine. Donc ça, c'était plus, on va dire, des volontaires, même s'ils le faisaient moyennant un salaire. Il y avait un contrat qu'ils signaient avec l'armée ukrainienne, dans le cadre justement donc de la Légion ukrainienne. Ensuite, au cours du conflit, il y a des unités entières côté ukrainien, comme Kraken par exemple, le bataillon Kraken, qui était composé d'une bonne partie de volontaires étrangers, notamment des Polonais. Ça, on l'a appris lors d'un tournage dans la zone de Kremina, c'est-à-dire au nord de Bakhmout, en janvier 2023, où les soldats avec qui nous étions nous expliquaient qui était le bataillon Kraken qui était engagé en face d'eux, donc des gens très aguerris, ayant de l'expérience militaire. Le bataillon avec lequel nous étions s'appelait le bataillon des loups, et lui aussi était composé de volontaires venus de toute la Russie, pour certains ayant des expériences militaires très anciennes. Il nous est même arrivé, dans le cadre des loups, de rencontrer, d'interviewer un volontaire qui avait 70 ans.
donc quelqu'un qui n'avait d'ailleurs aucune expérience militaire, qui avait été avocat à Moscou avant la guerre et qui avait décidé de venir aider. Et donc qui se retrouvait évidemment pas dans des positions de première ligne, mais plutôt à l'intendance, s'occupant des soldats, notamment d'une unité de dronistes. Et donc c'est très intéressant de voir que côté russe, ces volontaires ont été très utiles. L'exemple le plus parachevé, je vais le dire, c'est les sociétés militaires privées comme Wagner, donc qui sont une sorte d'armée parallèle et qui ont eu un impact assez considérable puisque ce sont eux qui ont pris la ville de Bakhmout, aidés par les parachutistes russes et par des unités d'artillerie classiques, mais pour ce qui a été des combats urbains dans Bakhmout, c'est Wagner qui a fait le travail et c'est Wagner qui a remporté cette victoire assez conséquente puisqu'elle a permis de façon assez significative d'user l'armée ukrainienne et de l'amoindrir, l'empêchant quelque part d'aller au bout de sa contre-offensive de l'été 2023. Donc elle a diminué et ça a été un tournant, Bakhmout, ça a été un des tournants de cette guerre. Donc les volontaires ont une importance considérable au cours de cette guerre et voilà, ils ont été utilisés des deux côtés. Et dans l'ère post-Wagner, que sont devenus les mercenaires de Wagner? Ils ont continué à combattre? Alors, de façon très intéressante, on a pu le constater aussi avec nos documentaires. Il suffit de regarder d'ailleurs les documentaires qu'on a fait, La ligne de feu, Les rescapés de Wagner notamment, où on retrouve un certain nombre de gens qui ont servi dans la milice Wagner et qui ont été, on va dire, dispatchés sur le front, souvent à la formation, parce que c'est des soldats jouissant d'une expérience considérable, la formation des nouvelles recrues. Donc ils ont été beaucoup employés à ça, mais également sur des positions d'artillerie dans la zone de Soledar. On en avait rencontré un qui avait été à Wagner et qui maintenant, à l'époque, servait dans la brigade des loups. Brigade des loups, brigade des vétérans. Pareil, 2 SMP, voilà. Et on a trouvé aussi un instructeur, un ancien sniper de Bakhmout, qui était devenu instructeur au bataillon Enissé, c'est-à-dire un bataillon de Cosaques dans la région de Lugansk, donc tout pareil dans le Donbass, qui servait aussi à l'instruction. Donc après la mort de Prigojine et officiellement la fin de la présence de Wagner, en réalité, les anciens de Wagner ont été recrutés par des nouvelles SMP et ont continué à servir dans les forts russes dans le Donbass. Certains sont partis en Afrique, où la milice est toujours présente sous une autre forme qui s'appelle Afrika Corp. Et côté ukrainien? Côté ukrainien, comme je le disais, j'ai parlé du bataillon Kraken, il y en a d'autres. Le bataillon Kraken, d'ailleurs, aujourd'hui a été aspiré par Azov. Donc il y a toujours, évidemment, des volontaires. Pour ce qui est des Français, des 120, 150 qui ont combattu, une bonne partie sont rentrés. Il y en a sans doute beaucoup moins aujourd'hui. Mais il y en a toujours. Il y a eu des Américains également, il y a eu des Britanniques, notamment au moment de Koursk, dans l'offensive de Koursk. Il y a eu on le sait, puisque un certain nombre de ces volontaires ont été tués au combat. Voilà. Et ils sont toujours présents. Et il y a aussi le phénomène côté russe. Côté ukrainien, il y a eu, je parlais des Colombiens, côté russe, il y a un certain nombre d'Africains, potentiellement c'est Sud-Africains, qui ont été recrutés par la milice Wagner, puisque Wagner a de l'expérience en Afrique et des contacts en Afrique. Et même si ce n'a pas été fait l'objet d'une publicité énorme dans les rangs russes, mais un certain nombre d'Africains ont été recrutés et combattent actuellement sur les fronts en Ukraine. Et est-ce qu'il y a des contrôles des gouvernements sur ces mercenaires? Est-ce qu'ils deviennent ensuite? Sur ce qu'ils deviennent ensuite, c'est très difficile, puisque quand vous êtes par définition mercenaire, vous prêtez votre expérience, vos compétences pour un temps, pour une somme donnée, et ensuite le contrat s'achève. Dans les bataillons de volontaires, côté russe, les contrats, c'est des contrats de 6 mois.
ce qui vous permet, au bout de 6 mois, de vous retirer et de reprendre une activité dans la vie civile, ce qui n'est pas du tout le cas d'un soldat, qui est obligé de rester jusqu'à la fin de la guerre. Donc ça fait quand même une sacrée différence, et il y a une sorte de souplesse, et c'est aussi l'intérêt de ces bataillons de volontaires, c'est que pour l'armée russe, c'est des gens qui ont de l'expérience. On peut en recruter, il y en a qui peuvent revenir au combat, recevoir à nouveau une formation. Il y a aussi les bataillons de dronistes, hein. On en avait suivi un avec Omerta dans la région de Koursk. Là aussi, il fallait se porter volontaire pour être présent dans le bataillon. Donc il y a tout un tas de possibilités liées à l'évolution de la guerre et surtout à la durée du conflit, où il y a besoin d'hommes, et d'un côté comme de l'autre, c'est une guerre extrêmement meurtrière, donc il y a besoin de renouveler, et il est évident que ce phénomène de volontaire / mercenaire ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, et va continuer à mesure que la guerre dure. Et merci beaucoup Régis. Merci Ali. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube.